C'était une salope qui vendait des beignets sur la plage, juste à côté d'un magasin de souvenirs. Petit Du noir, personnage. du noir, du noir. C'est une bonne question. Je me rappelle plus bien. Un auteur limougeot qui aime le noir. Quand on écrit noir, l'humour ressort beaucoup plus. Mais en fait, je me pose pas vraiment la question. Quand je me suis mis à écrire, j'ai vu que c'était noir, ça sortait noir, quoi. Je me suis pas dit un matin en me levant, je vais écrire du noir. Ah bah si, c'est rigolo. Bah, ma première histoire, elle remonte à mai 68, ce qui n'est pas un hasard d'ailleurs. Parce qu'en mai 68, c'était une espèce d'explosion au niveau révolution dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on balayait un peu les anciennes générations pour avoir une génération de baba cool un petit peu. Et donc je suis rentré à l'école normale à 15 ans, en pleine adolescence, qui rajoute un petit peu. Je suis rentré en seconde là-bas. Et dans un espèce de couvent public avec un dortoir de 300 ou 400 lits avec le lit, la commode, le lit, la commode, le lit, la commode, enfin la table de nuit, les sanitaires pareil, une soixantaine de lavabos, et avec un bizutage assez violent. Donc j'ai tenu jusqu'en première. Entre-temps, en fin de seconde, je suis tombé amoureux d'une amie. On allait en colo à Cavalières sur la Côte d'Azur, donc je suis tombé amoureux de cette fille-là, ce qui m'a bien fait péter quelques fusibles. Et donc en fin de première, j'ai fait un premier épisode délirant. Je suis quand même rentré en terminale, les gens étaient persuadés que j'allais rater mon bac, je l'ai eu quand même. Et le principal m'a viré parce que si j'avais été passé après le bac, je devenais fonctionnaire. Ils auraient été obligés de me payer une pension si j'avais un problème. Donc j'ai été viré un peu comme un malpropre. Et c'est là que j'ai commencé à grafouiller sur un papier ce qui m'était arrivé. La première phrase, c'est « Je suis né à 17 ans ». Parce que pu être mort toute ma vie, j'avais tout ce qu'il fallait pour, marié avec l'incite en face, les camps GCU, les petites boîtes. Et en fait, ça m'a permis d'exploser ces petites boîtes-là. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. Et après, j'ai voulu écrire ce qui m'était arrivé. Ça s'appelait « Journal d'un bouffon délirant ». Parce qu'en fait, je faisais des bouffées délirantes. Quand je me suis fait virer de l'école normale, j'ai fait 36 boulots, pas 36 misères, parce que ça m'a permis d'engranger des souvenirs. J'ai fait pompiste, j'ai fait distributeur de prospectus. Je suis rentré à la fac de droit à Valence parce que ma mère, elle voulait que je reste à Valence. Mère possessive, père absent. Et donc j'étais pion à Valence. Après, j'ai trouvé un poste à Aubenas dans l'Ardèche, qui était vraiment un poste de rêve. Et donc, j'ai repété un câble là, à ce moment-là. Alors, les autres fois, je savais que c'était du délire pur et dur, mais là, je me demande si c'est parce que j'avais une étiquette de fou derrière le dos, parce que comme j'étais à Aubenas en mars-avril, il y avait l'Ardèche en bas. Donc avec les pêchers en fleurs, c'était merveilleux. Je me suis baigné à poil dans l'Ardèche, persuadé que toute l'Ardèche était naturiste. Et je suis tombé sur le garde-pêche qui m'a demandé mes papiers. Je lui ai dit, je les ai pas, désolé. De là à la gendarmerie. Alors en même temps, ils ont appelé ma mère au secours, il a recommencé un épisode délirant. Donc elle est venue me chercher. Et alors ce qui était curieux, c'est qu'en même temps, j'étais fou. Mais les gens m'ont dit, vous savez, si vous étiez resté nu la nuit, vous aurez peut-être eu des problèmes. Mais vous voulez pas rentrer dans la gendarmerie. Et en même temps, ma mère qui jugeait que j'étais fou allié, mais comme elle aimait pas conduire, moi fou allié, c'est moi qui conduis la bagnole, le retour, et quand on connaît la route entre Aubenas et Valence, c'est plein de virages.
Et en fait, pour clôturer un petit peu ça, quand j'ai eu 17 ans, le psy m'a dit, Monsieur Brissard, il faut éviter les passions quand on vous dit ça à 17 ans. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai fait un épisode, c'était suite à une aventure amoureuse forte. Éviter les passions à 17 ans. Le premier déjà, l'Arrache-Lecteur, parce que c'était le premier qui a été édité. Enfin, par Blackout, parce qu'avant j'en avais édité des toutes petites nouvelles qui étaient rigolotes et éditées de manière assez curieuse d'ailleurs, parce qu'il y avait plein de fautes d'orthographe. Après, le deuxième, c'était un éphéméride qui avait été édité par Lucien Souni. Et après, Blackout, c'est la rencontre et ça s'appelle l'Arrache-Lecteur avec 7 nouvelles. Et après, j'en ai écrit pas mal qui m'en... J'aime bien les monstres magnifiques. J'aime bien les oxymores et il y avait 7 nouvelles que j'avais trouvées pas mal du tout. Et puis après, pour terminer, il y a Écorché, qui est 8 nouvelles de femmes, parce que j'aime bien écrire au féminin. Alors c'est la grosse question, mais est-ce que vous êtes homosexuel? Non, je ne suis pas homosexuel, mais j'ai une part de féminité. Ça change avec la brutalité de la virilité. Il y a une espèce de poésie qui est chez la femme, et même dans l'orgasme d'ailleurs. L'orgasme masculin, une fois que le coït est fait, ça redescend à fond les manettes et pas chez la femme. C'est beaucoup plus subtil. C'est un euphémisme de dire que c'est une thérapie, l'écriture. C'est une thérapie, c'est-à-dire que d'abord de ma faiblesse, j'en fais une force. Et ce que je préfère en fait, parce que c'est de l'autofiction, donc tous les titres que Sourire du fou, Délirium épais tournent autour de ma folie. Et en fait, ce que j'adore quand je représente mes livres, c'est que les gens, quand je leur dis je suis fou, ça les fait rire. Et ça, j'aime beaucoup. Quand je précise un petit peu, après, ça les fait beaucoup moins rire. En fait, pour revenir à l'école normale, comme j'étais anormal, et en fait, la sécurité sociale m'a recyclé en jardin. Alors, ça a été la double lame positive, parce que déjà, de Valence, ça m'a fait aller en Seine-et-Marne, ce qui fait que j'ai coupé le cordon ombilical qui était un peu costaud. Et recycler en jardin, moi j'étais pas contre, je savais pas ce que c'était qu'un géranium. Et il y a des rencontres qui sont très fortes. Le prof de jardin était aussi un peu prof de philo. Donc il m'a fait aimer ça, et en un an, je me suis mis à adorer ça. Et donc en Seine-et-Marne, on a fait jardinage 4 branches. Donc on a étudié les 5 branches du jardinage, et j'ai choisi jardin espace vert, et j'ai connu ma femme à l'époque là-haut. Et pour revenir à ce que je disais au début, comme j'avais connu mon premier amour à Cavalières sur la Côte d'Azur, et qu'à cette époque-là, en jardin espace vert, il y avait des places partout, même au Maroc d'ailleurs. Donc je suis redescendu avec ma femme à Hyères, dans le Var, pour faire travailler comme jardinier. Alors travailler comme jardinier 9 heures par jour avec un peu de médicaments, c'était pas facile. Mais comme j'aimais les études, j'ai passé un BTA de jardin espace vert. Et de Hyères, j'ai fait un saut à Porquerolles. Donc c'était vraiment le paradis. Et à l'époque, ma femme n'a pas voulu rester là-bas parce qu'elle avait peur de s'ennuyer. Donc de Porquerolles à Limoges, ça a été le grand écart. Les jardins espace vert, c'est des jardins de ville, c'est pas des jardins de la campagne. C'est la campagne, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse les jardins de paysage. Mais de Valence, voire même de Porquerolles, avec des environnements complètement différents, entre Valence, où je suis allé dernièrement, où ça va de 125 mètres à 1100 mètres, à Porquerolles avec un décor qui est complètement différent, et à le Limousin avec une nature qui est préservée.
Et en fait, j'aime bien marcher aussi. Donc, c'est un peu le lien qu'il y a avec la nature. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir un peu quand on est arrivé à Limoges, parce qu'on a voulu faire le retour à la campagne, alors qu'on n'était pas adapté pour ça. On a acheté une grosse ferme à la campagne, où j'ai dû tout retaper, où je suis retombé malade très grièvement, d'ailleurs, parce qu'en fait, on n'était pas fait pour la campagne. Je suis de la ville, moi. Quand je travaillais au Crédit Agricole comme jardinier, ce qui est assez rigolo, quand je poussais la tondeuse, le bruit de la tondeuse me permettait de m'évader, et ça me permettait de réfléchir, entre autres, à ce que je pouvais écrire, en faisant gaffe à mes doigts quand même. Et en plus, si mes souvenirs sont bons, le journal d'un bouffon délirant, j'ai commencé par écrire. L'envie d'écrire me prend n'importe quand je suis sur le tracteur, quand je suis sur le... Et avec un peu de recul, quand j'ai une idée, j'ai dit, je la garde jusqu'au lendemain. Si le lendemain elle est encore dans ma tête, c'est qu'elle n'était pas mauvaise. Alors déjà, j'ai failli me faire avoir, parce que le journal d'un bouffon délirant, je l'avais envoyé à plein d'éditeurs, j'avais pris le beau temps. Et j'ai reçu, alors j'allais, parce que mon film préféré c'est 37 de le matin, parce que je suis coincé entre la folie d'elle et l'écrivain raté de lui. Tu trouves pas que je ressemble à Stallone dans Rocky IV, baby? Hein, franchement. Non, à toi en train d'écrire ton bouquin. Alors elle va à la boîte postale tous les jours, même le dimanche, pour voir s'il y a des réponses. Moi c'est ce qui m'arrivait aussi. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une lettre de la pensée universelle. 4 pages, comme quoi j'allais aller au Salon du Livre de Paris, que j'allais recevoir ci, que j'allais recevoir ça. Et au bout de 4 pages, il y avait marqué par cet écrit, l'auteur doit à l'éditeur une très grosse somme. Et moi, j'étais tellement persuadé que j'avais lu l'inverse. Et lorsque je me suis aperçu de l'arnaque, parce que c'est de l'arnaque, je suis retombé sur terre. Et en fait, quand j'ai été publié pour la première fois, j'ai un ego assez surdimensionné qui est en rapport avec un gros manque de confiance en moi. Ce qui fait qu'en fait, la première fois que j'ai été édité, j'étais Dieu. Des fois, quand c'était trop fort, ça m'a coûté une hospitalisation parce que j'étais perché. Donc en fait, le fait que tout ça arrive, ça m'a déstabilisé un peu. Mais par contre, au-delà de ça, c'est rien que du bonheur. Et je crois que ce qui me marque le plus, c'est les rencontres. En fait, les rencontres, quand on est assis dans un petit salon à la campagne, par exemple, quand on est assis, qu'on voit passer les gens, c'est une micro-société qu'on voit passer avec des gens divers et variés, avec des surprises, des fois agréables, des fois moins. J'ai une petite anecdote, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Moi, j'aime pas les chiens ». Alors à la campagne, ça plaisait beaucoup, les gens s'écartaient pour pas s'approcher de moi. Et quand j'ai eu la chance d'aller à Bruxelles avec le même titre, il y a un Belge qui s'est approché, qui a dit « C'est quoi votre livre ?» Je lui dis, parce que j'étais obligé d'expliquer qu'en fait Agatha Christie a jamais tué personne, donc moi j'ai jamais tué de chien. Je lui dis, c'est une petite SDF qui suit un gars qui est SDF et elle déteste les chiens, donc elle les dézingue de manière assez différente les unes des autres, c'est assez drôle en fait. Et le gars s'approche et me dit, je vais vous prendre le bouquin et vous le dédicacez au nom de mon chien. C'est un humour, à Bruxelles, je me sens bien, parce que cet humour décalé me convient parfaitement. Et j'ai fait des rencontres, par exemple à Saint-Malo, il y a 3-4 ans, j'ai rencontré André Brink. Alors les gens, André Brink. Alors après, à Bruxelles, fier comme un bar tabac, j'arrivais, je disais, ouais, j'ai rencontré André Brink, alors les gens. Puis il y a une dame d'une 40aine d'années qui me dit, mais je connais bien André Brink, qui a travaillé avec Mandela, parce que j'ai vécu 10 ans en Afrique du Sud. C'est devenu une autrice qui s'appelle Luce Toumain, qui a fait un très beau bouquin en forme de mosaïque. Alors la mosaïque, elle est à 2 niveaux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va
progressivement perdre la vue et elle doit faire des mosaïques. Donc en fait, en touchant les briques, elle arrive à avoir la couleur de ces briques-là. Et en fait, son bouquin est fait en forme de mosaïque aussi, c'est-à-dire que ça va d'une petite histoire d'amour à une espèce de roman policier, à un documentaire. Il y a toujours des sentiments qui sont très forts. J'avais fait un éphéméride. Alors un éphéméride, c'est un texte par jour, 365 jours par an. Donc en fait, la personne qui m'a mis ça en page, au lieu de faire une page pour 5 jours, il y avait les jours qui étaient décalés, c'est-à-dire vous avez le premier, puis il y a le 2, puis alors dans la même page il y a le 3, après il y a le 4 et la moitié du. Donc ça me convenait pas du tout. Et justement après je suis tombé sur un éditeur, je ne le cite pas, avec qui on travaille vraiment en osmose en fait. Et sans parler de famille, les auteurs se sentent bien chez Blackout, comme Christian Brissard, 15 ans de fidélité entre lui et Fabrice. Par exemple, un livre qui m'a touché assez profondément aussi parce que le rapport avec mon frère aîné a toujours fait ça beaucoup mieux que moi, il faisait tout mieux que moi. Ma mère disait il est bien et puis toi t'es gentil. Donc j'avais ce sentiment d'infériorité jusqu'au jour où on a fait un livre ensemble et on s'est retrouvés à égalité. C'est un bouquin écrit en trinôme avec mes textes, les photos de mon frère, Jean-Pierre Brissard, et la mise en page de Fabrice Garcia Carpintero. L'homme est-il bon? C'est les histoires des animaux qui se vendent chez les êtres humains. C'est assez d'actualité d'ailleurs. C'est un bouquin presque post-apocalyptique. C'est peu de dire que la nature et les animaux survivront à nous et notre cupidité. J'ai insisté fortement pour que la couverture, il y ait une petite fenêtre qui a coûté presque aussi cher que le reste, mais j'étais content, puis d'autant plus que ça plaisait beaucoup, cette fenêtre. Voilà, c'est un extrait de 13 nouvelles qui s'appelle « Vieillir ça pue », ça n'a jamais été aussi vrai. Voilà, ça s'appelle « Déprime », ça commence fort. Rien n'est plus déprimant qu'une tentative de suicide aux médicaments homéopathiques. À la découverte du non-résultat, Baudouin vit sa foi en la médecine chancelée. Baudouin a 30 ans et tout pour vivre, une honnête pension d'invalidité, arrondie par quelques travaux de jardinage d'hiver non déclarés, une maison en meulière léguée par sa maman qui a pris la précaution de faire nettoyer la chaudière, ramoner la cheminée, réviser l'électricité et la plomberie avant de partir. 3 pièces, dont un salon bien éclairé, des sanitaires propres, un jardinet derrière et une courette en gravillon devant. Le tout à 200 mètres de la ligne 3 du bus qui passe toutes les 5 minutes, sauf le dimanche. Baudouin possède aussi un chat, Pépette, qui est roux, bien gentil, châtré et pas difficile. Un sale jour, ou peut-être une nuit, Pépette disparut, le drame. Bien sûr, il avait coutume de faire le tour du quartier au mépris de la circulation, mais la gamelle soigneusement préparée le voyait rentrer tous les soirs comme un métronome, et ce soir-là, paf, 2 petites pépettes, point. Alors Baudouin se lança dans une quête frénétique. Il se rendit comme un grand au magasin de photocopie, avec le portrait couleur du matou et un texte simple. Il passa la journée à arpenter les rues du quartier, colla des affiches partout, et comme si ça n'était pas suffisant, il entartra le centre-ville. Rentré, trempé, crevé à la nuit tombée, il tomba sur son chat qui léchait consciencieusement sa gamelle. Il le prit dans ses bras et se dit que c'était peut-être ça, l'amour. Ce que j'aime bien, c'est la pirouette entre ce qui pouvait être un drame et qui ne l'est pas, en fait. Parce que ce que j'aime bien, c'est ce qui est un peu surréaliste, en fait, se suicider aux médicaments homéopathiques, ça peut être drôle, rien que ça, déjà. Déjà, le suicide, j'ai goûté quelques fois. Et justement, c'est pour essayer d'exorciser ça. C'est tirer un pied de nez à la Camarde, quelque part. Je cite souvent Brassens.
Ce qui est assez curieux, c'est que tout dépend de l'éclairage de la personne. C'est-à-dire que y a plein de gens qui trouveront beaucoup d'humour dans ce que j'écris, ça me rassure un peu. Et les gens qui sont un peu plus dans le métier, il y a une infirmière qui m'a dit, c'est qu'en fait, il y avait énormément de souffrance qui sortait de ces livres-là, avant de parler d'humour. Donc ça dépend de l'éclairage qu'il y a. Alors en fait, effectivement, ce genre de choses, ça peut attirer ou faire fuir. En fait, ce que je pense, c'est qu'avec moi, il n'y a pas tellement de demi-mesure où on aime ou on déteste. Et d'ailleurs, dans Le sourire du fou, il y a la dernière phrase qui dit « La fierté, quand on se fait enculer, c'est de pas dire merci ». C'est-à-dire que, un peu comme avec Brassens, je remets le terme de vulgarité à l'endroit. Oui, quand vous laissez tomber quelque chose par terre, vous dites « merde », c'est vulgaire. Quand DRH vous dit « monsieur, j'ai le devoir de vous dire que vous êtes licencié », c'est pas vulgaire. Le bouquin est d'Arto Palisana. En fait, quand je tombe sur quelqu'un que j'aime bien, je le suis. J'avais commencé par le lièvre de Vatanen, qui était celui le plus connu. En fait, il a un humour nordique que j'adore. Petit suicide entre amis. Un minuscule aléa avait sauvé la vie de 2 solides gaillards. Rater son suicide n'est pas forcément ce qu'il y a de pire dans l'existence. On ne peut pas toujours tout réussir. Onni Reilonen et Hermanni Kempanen avaient par hasard choisi la même grange pour mettre fin à leur jour et s'y étaient trouvés en même temps. Leur collision les avait empêchés de se détruire. Ils devaient maintenant renoncer à leur projet, ce qu'ils firent d'un commun accord. Ils allumèrent une cigarette, tirèrent à plein poumon la première bouffée du restant de leur vie. Puis Reilonen proposa que l'on regagne sa villa, puisqu'il ne semblait pas y avoir grand-chose d'autre à faire pour l'instant. Kempainen avait été commandant de brigade dans l'est de la Finlande, mais il se trouvait à 1 an à la disposition de l'état-major général, en quarantaine en quelque sorte, au poste d'adjoint de l'inspecteur de l'infanterie. Il n'avait plus ni travail ni brigade. On le jugeait unanimement incompétent, sans aucune utilité. Mais un militaire ne se laisse pas démoraliser par un tel ostracisme au point de se pendre. Le problème était ailleurs. Sa femme était décédée l'hiver dernier d'un cancer. Il en avait été brisé et avait encore du mal à admettre la réalité. Plus rien ne tournait rond. La maison était vide, il n'avait pas d'enfant ni même de chien. Sa solitude était si déchirante qu'il ne pouvait pas y penser. Les nuits étaient ce qu'il y avait de pire, il ne dormait plus depuis des mois. Même l'alcool ne lui était d'aucun secours, boire ne ressusciterait pas son épouse, sa chère épouse. Ce n'était qu'après sa mort qu'il s'en était rendu compte. La vie n'avait plus de sens. S'il y avait au moins eu un espoir de guerre ou de révolution, mais non, l'état du monde semblait plutôt s'améliorer depuis quelques années. C'était une bonne chose en soi, si ce n'est que les militaires de carrière étaient réduits au chômage. Et les jeunes d'aujourd'hui n'avaient pas le cran de se rebeller contre l'ordre établi. En Finlande, ils menaient leur combat social en couvrant d'obscénités les murs des halles de la gare. Nul besoin de colonel pour diriger ou pour mater de telles révoltes. Parce que justement, je trouve que c'est la pirouette ultime, c'est un petit peu comme La vie est belle de Benigni, qui fait un truc drôle autour des camps de la mort. Ils sont complètement fous, hein, Bartholomew. Celui qui fait passer la visite médicale, le capitaine, c'est un ami à moi, je l'ai connu quand j'étais serveur au Grand Hôtel. Voilà-t-il pas qu'ils organisent un grand dîner, paraît-il, avec tous les officiers et leurs épouses, et il m'a demandé si je voulais servir à table pour l'occasion. En fait, je trouve que c'est la pirouette ultime de se moquer des gens qui se suicident. En fait, le bouquin, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se suicider, donc ils décident de faire un tour opératoire pour que les gens qui se suicident fassent ça dans les plus belles régions qui soient. Et en fait, il y a des liens qui se créent dans le bus. Donc,
le premier auteur qui m'a inspiré, c'est Kavanagh. Je disais même que c'est lui qui m'a appris à écrire, en fait. Parce que, comme je disais, j'étais pas très littéraire. Par contre, j'étais abonné à Charlie Hebdo. Et je trouvais que les textes de Kavanagh étaient très cinglants. En même temps, chaque mot était très fort et il avait l'esprit de synthèse. Et de Charlie Hebdo, j'ai lu ses bouquins, les Rital, les Ruskov, etc., etc. Et je me suis même autorisé, avec mon bouquin sous le bras qui n'était pas édité, à aller frapper rue des Trois Portes à Paris, où il y avait le siège de Charlie Hebdo. Je suis tombé nez à ventre, parce qu'il est très grand, avec Kavanagh, qui m'a dit « Oui, vous désirez ?» J'ai dit « Voilà, j'ai un manuscrit. » Comme mon père était représentant de commerce, je lui ai fait un gros baratin. C'est tout ce que m'a laissé mon père. Je lui ai fait un gros baratin et de guerre lasse, il a pris mon manuscrit. Alors après, comme dans 37.2, tous les jours, même le dimanche, j'allais à la boîte aux lettres, pas de réponse, pas de réponse. Donc je lui ai écrit une petite nouvelle lui expliquant ça. J'ai reçu une lettre manuscrite de 4 pages de Kavanagh qui disait qu'il était désolé parce que en fait c'était pas son boulot, c'est le boulot d'un éditeur, que lui il était submergé par ce genre de truc et si ça se trouve il en était vraiment désolé, mais ça mon manuscrit était passé à la poubelle, mais c'était plein de chaleur humaine et plein de... J'ai gardé le texte pendant 4 mois sur ma poitrine et je l'ai perdu. Un dernier petit truc, parce que je suis assez influencé par les films. Par exemple, Le sourire du fou, c'est Thelma et Louise qui m'a influencé. Il y a un film qui m'a beaucoup influencé, c'est le film Encore de Clapiche, en 2 mots. Parce que dans ce film-là, il y a Muriel Robin. Enfin, c'est un truc sur la danse, en fait, autour de la danse et autour de l'amour, enfin, etc. Et il y a une dame qui a eu une grave entorse, on revient sur l'amour, hein. Elle s'est fait une grave entorse en dansant le lac des Cygnes, j'ai encore le lac des Cygnes, parce que elle voyait son amoureux qui était en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Donc elle s'est fait une entorse psychologique, mais grave. Donc on lui avait dit d'arrêter de danser. Et de fil en aiguille, elle a suivi une troupe, elle est allée en Bretagne, dans un gîte qui était tenu par Muriel Robin. Et Muriel Robin leur dit, vous savez, moi, je danse pas, je fais pas de photos, je fais pas de peinture, mais j'adore tous ces gens-là, donc je les accueille à bras ouverts. En fait, moi, je ne fais qu'écrire parce que faire des photos, des tableaux, j'en fais, mais c'est vraiment de la musette. Par contre, j'adore accueillir des peintres, des sculpteurs, des photographes. Et chez moi, c'est clafis de peinture, de sculpture, de photos, que je vais brader d'ailleurs, parce que je déménage, pas seulement dans ma tête. Oh, c'est une relation fusionnelle, hein. Fusionnelle. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur, et Fabrice aussi, et pas mal d'auteurs... 2 livres et dans les ateliers de slam, c'est assez fusionnel en fait. Oui. Au creux de mon être, je me compte sur mes 10 doigts. Les 10 doigts de ma main gauche. Ma main comme tout mon être est le néant, le néant. Le néant l'air et l'air de rien je me souviens ou bien de si peu. Au creux de mon être, au creux de mes reins, la courbure de mes émotions fortes. La pression, l'oppression de ta paume sur ma peau. Fragile ta paume, fragile ma peau. 2 êtres tremblants nous sommes, au creux l'un de l'autre. Au creux de mon être et la larme à l'œil, mon œil noir sur ta peau douce, là où la peau se fait tendre, juste à côté de tes grains d'or et d'ambre. Au creux des soucis, bien cachés sous tes cils et ta bienveillante paupière. Ta bienveillante paupière que j'effleure d'un souffle de mes lèvres. Au creux de mon être, alors j'ose avouer que je t'aime de la tête aux pieds.
Depuis les orteils graciles de tes menus petons, mon désir grimpe, long jasmin, entoure ta cheville, lèche ton mollet lisse, si lisse, lisse et porcelaine, porcelaine saupoudrée d'ambre, je m'attarde en rond autour de ton genou. Au creux de ton être, de ta cuisse tatouée, d'une aile pâle qui déploie ses peines, ma langue, impatiente, boise au calice de ton intime feutré, plaie ouverte sur le désir ardent. Au creux de ton être, de ta hanche qui danse en cadence, de la marée qui monte, qui gronde, mes doigts patinent et dessinent sur ton ventre rond, autour de ta naissance, de doux arabesques. Au creux de ta poitrine qui bat, je m'abrite, et mon corps tout entier, tremblement de mer. Au creux de ton être de nouveau-né, je tête la pointe de tes seins alertes. Et je griffe, et je mordille, chat sauvage, les nœuds des tendons de ton cou. Alors, le creux le plus profond de ton être, je pénètre. Et j'explose, j'implose, j'éclate, que sais-je, pour cette secousse, cette mort annoncée, au creux de nos êtres reliés, il n'y a pas de mots assez forts, assez beaux.